La refondation, merci beaucoup. Vous me dispensez effectivement d'une redoutable tâche de citer toutes les autorités physiques et morales qui sont présentes et surtout ne pas commettre l'erreur d'en oublier un. Vous avez fait le nécessaire, donc je me joins à vous pour faire mienne l'épellation que vous avez faite de toutes les autorités ici présentes. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de vous adresser au nom du chef de l'État, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et celui du gouvernement, mes vifs remerciements pour avoir honoré de votre présence la cérémonie solennelle de lancement de la stratégie de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Je crois qu'on va mettre 2024-2027, parce que 2028, parce que 2023, là, dans quelques jours, on va dire à la Kahinala. On va dire paix à son âme à 2023. Donc la stratégie 2024-2028. Vous savez, en regardant les partenaires qui accompagnent le PNUD, pour soutenir cette stratégie, j'ai identifié 3 pays et je me suis dit moi-même, s'il y avait quelqu'un à côté, j'allais lui dire, mais je vais vous le dire tous maintenant. Des pays comme le Danemark, la Suisse, les Pays-Bas, il me semble que ce sont ces pays qui appuient le PNUD pour aider les pays dans la lutte contre la corruption. Je les cite pour vous montrer seulement la volonté. C'est des pays géographiquement, par rapport au Mali, c'est des petits pays. Mais chacun de ces pays a un PIB peut-être qui est supérieur à celle de toute l'Afrique noire. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce qu'à un moment de leur histoire, les citoyens ont décidé, entre autres, de lutter contre la corruption et la délinquance financière. Vous savez, quand vous partez dans ces pays, vous avez le sentiment d'être en sécurité. Sauf maintenant, je ne sais pas, moi, il y a quelques 10 ans que je suis allé dans chacun de ces pays. Le Danemark, je n'y ai jamais été, mais la Suisse, à Hollande, j'y ai été. La grande explication, c'est que je crois que les autorités politiques ont essayé de faire une répartition équitable, autant que faire se peut des biens du pays. Et ça rend les citoyens, vous savez, moins tentés par certaines choses. Là où il y a la pauvreté, il y a le manque, il y a le désordre, c'est toujours les plus rusés, les plus malhonnêtes qui s'en sortent. Et quand il y a une direction politique qui essaie de faire une péréquation entre les citoyens et les biens produits dans le pays, je crois que l'ensemble des citoyens s'en sentent plus heureux. Je suis sûr que ce n'est pas par hasard que ces 3 pays tiennent beaucoup à mettre l'argent de leurs citoyens dans les pays en développement et d'autres pour lutter contre la corruption. C'est un très bon exemple à suivre. Ce qui est différent d'une certaine aide que nous refusons souvent. Vous savez, récemment, on a refusé 60 millions d'euros qui devaient nous être donnés gratuitement par une organisation. Mais quand on a regardé, on s'est rendu compte qu'il y a plus de 10 millions d'euros qui vont être distribués à la guise de certains individus pour certaines couches de la société. Pourquoi faire?
nous avons dit, si c'est pour le Mali, nous prenons. Si c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre là-dedans, on signe au nom du Mali et lui il va prendre pour donner à d'autres, gardez votre argent. On nous a dit, mais si vous ne signez pas avant la fin de l'année, les budgets vont être perdus. On dit, mais qui se perdent? On ne va pas en mourir. Et les Maliens sont en bonne santé. Nous avons renoncé aux 60 millions d'euros parce que nous avons une nouvelle ligne. Quand vous voulez nous aider, c'est nous qui savons à quoi nous avons mal. Demandez-nous d'abord quel mal vous voulez soigner. On vous le dit et vous nous aidez à le soigner. Mais si vous venez avec un comprimé pour les maux de tête, les maux de ventre, les maux d'oreille, de pied, vous voulez nous injecter une piqûre, on ne sait pas à quoi ça sert, seul vous, vous savez pourquoi vous nous la mettez. On nous dit, monsieur, il faut vous garder. En tout cas, au Mali, depuis la rectification, nous avons décidé de changer les choses. Peut-être qu'il y a quelques fonctionnaires qui ne sont pas contents, mais le gouvernement a besoin de leur expliquer de plus en plus. Parce que certains disent qu'il n'y a pas d'argent, c'est vrai. Mais à un moment donné de l'histoire de chaque pays, il faut qu'on se serre la ceinture. Il faut qu'on se mette les priorités. Tout de suite, la présentatrice a appelé M. Ibrahim Kassa, architecte de la refondation. Elle le dit parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas. Il y a quelques années, souvent à 2h, 3h du matin, c'est avec Ibrahim Kassa que nous réussissons avec certains camarades pour conceptualiser le redressement de notre pays. Et parmi les points du redressement, 2020, 2019, 20, 21, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser le Mali? Et effectivement, c'était lui la mémoire. C'est lui qui tapait tout, nous avions les idées, il complétait. Et lorsqu'on voulait faire le gouvernement, je ne sais pas, beaucoup de Maliens peut-être n'ont pas fait attention. Dans l'architecture du gouvernement actuel, vous avez, après le Premier ministre, vous avez le ministre de la Défense. Parce que la priorité pour les Maliens, c'est leur sécurité. Ensuite, le ministre de la Justice. Ensuite, le ministre de la Refondation. Il y a beaucoup qui pensent que, bon, comme vous savez, les gouvernements, souvent, on fait du remplissage juste pour avoir le nombre, calmer, éteindre les feux en ville. Ce n'est pas ce qui a guidé cette équipe-là. C'était de résoudre les problèmes autour desquels la population s'est mobilisée des mois durant. Et lorsqu'on formait le gouvernement, quand je lui ai proposé d'être ministre de la Refondation, il me dit non, lui n'a pas travaillé pour être dans un gouvernement. Vraiment, si les Maliens peuvent avancer, il compte sur nous. Lui, il ne veut pas être ministre. Parce qu'au Mali, les gens pensent d'une façon générale. Dès que tu fais quelque chose, c'est pour que toi-même, quand quelqu'un conçoit un projet, c'est pour qu'il en soit le directeur d'un mandat de 5 ans renouvelable une fois, mais il fait 10, 20 ans, il devient souvent plus puissant que son ministre d'ailleurs. Donc c'est l'idée générale. Donc il me dit que lui ne veut pas être dans le gouvernement. Il peut être un conseiller. Il dit, monsieur Ibrahim Kassa Maïga, moi je ne veux pas aller dans un gouvernement où chaque jour on va venir me dire, la refondation là c'est quoi? Toi tu vas venir, tu vas être chargé d'expliquer à tout le monde. Le Premier ministre, son rôle, c'est de coordonner l'action gouvernementale. Mais son rôle n'est pas d'aller chaque fois être appelé pour expliquer ce qu'on attend par refondation. Après, un de ses collègues me dit, mais le budget du ministère de la Refondation, j'ai dit, moi je ne sais pas, c'est le président qui va apprécier tout ça. Vous voyez l'esprit des gens. Finalement, il est venu. Et il vient souvent me voir, il me dit que certains l'appellent, il va dans des causeries, débats, il parle avec des responsables qui lui disent, explique-nous, qu'est-ce que vous entendez par votre affaire de refondation là, c'est quoi? Vous voulez refonder quoi? Et récemment, je l'ai chahuté, j'ai dit, mais il paraît que Macron a mis en France aussi
un comité national de refondation de la France. De la France. Donc je lui ai dit que ça veut dire que nous avons fait tache d'huile. Vous savez, à l'anniversaire du M5, le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, qui était à la base de tous ces mouvements, quand j'ai tenu mon discours, il y a certains qui m'ont dit « Mais tu n'as pas parlé de nos ministres, tu n'as parlé que des colonels, des militaires, alors que c'est notre jour. » Je leur ai dit « Vous savez, moi je ne fais rien au hasard. Les militaires, là, ce que j'ai dit pour eux, là, c'est pour ceux qui sont sur le terrain. C'est les monébodéons. Ils sont en train de soigner les Maliens. Donc les militaires, là, si jamais ils n'étaient pas là, on allait continuer à parler et marcher jusqu'à arriver à l'au-delà, là. Il n'y aura rien au Mali. Il a fallu que quelqu'un vienne se joindre à nous pour qu'on redresse la barre. Si on allait rester avec nos grands discours, des meetings, avec l'aigreur chez certains, laissez-moi parler des militaires. Parce qu'aujourd'hui, on est à leur phase. Vous, c'est votre fête. Pourquoi je vais parler de vous? C'est notre fête. C'est des militaires que je vais parler aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je fais leur apologie seulement. C'est parce que dans ma tête, il y a une priorité. Tant que la suprématie militaire pour recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays n'est pas résolue, tous les autres discours ne servent à rien. Je ne dis pas qu'ils servent à rien. On conscientise le peuple, c'est vrai, mais en tout cas, on n'aura pas les résultats que l'on cherche. Il m'a dit merci. Lui, il était très fâché. Maintenant, il a compris. J'ai dit Dieu merci. Vous savez, je vous dis tout ça, c'est pour sensibiliser notre peuple. Parce qu'on a deux missions importantes à accomplir. Il y a la conscientisation de la population sur les problèmes et ceux qui doivent les résoudre. Lorsqu'on a conscientisé la population sur les questions de sécurité, nous avons eu dans le même pays, j'ai dit, les mêmes militaires, les mêmes terroristes qui sont d'ailleurs sponsorisés plus aujourd'hui, nous en avons les preuves par des puissances extérieures, créés, sponsorisés, organisés. Mais le pays s'est redressé. Pourquoi? Ça veut dire que le leadership a changé. Il y a une nouvelle équipe qui dirige le pays, avec à la tête un nouveau président. Sinon, rien d'autre n'a changé. Au contraire, s'il y a des changements, on nous a coupé toute aide extérieure pour plus de 600 et quelques milliards par an, depuis des années. Mais le pays tient. C'est vrai que c'est dur. Mais chez nous, on a un de nos anciens doyens qui a combattu sous le colonialisme. Il a préféré mourir. Il dit souvent qu'il vaut mieux la mort que la honte. Les Maliens, c'est dur pour eux aujourd'hui, mais je suis convaincu que si on continue dans cette voie, un jour va venir, il n'y aura plus de Maliens qui vont immigrer à l'extérieur. C'est d'autres qui vont chercher les visas pour venir ici. Je suis convaincu de ça. Donc, le leadership a changé. C'est pour cela qu'il me plaisait de vous transmettre les salutations chaleureuses du président de la transition, avec lequel je discute de beaucoup de sujets, notamment celui de la corruption, même le mardi passé. Spécialement. Parce qu'aujourd'hui, les questions de défense, je ne dis pas que c'est derrière moi. En tout cas, quand Kidal a été pris, on dit aux militaires, maintenant c'est à vous de maintenir le cap. Et j'ai demandé au reste de la société que les militaires ont fait 100% de leur travail. Mais ça, ce n'est que 25% du travail national. Les 75%, c'est les Maliens qui doivent le faire, en bien organisant leur pays. Parce que quoi qu'on dise, ça ne plaît pas à certains, bon, c'est leur problème. Dans quelques années, les discours sur le patriotisme, les succès de l'armée ne vont plus mobiliser les populations. Un peuple, ce qu'il a, ne lui suffit plus. Il faut qu'il rêve. Un peuple vit d'espoir, d'espérance. Quand vous n'avez pas un pont sur le fleuve, une fois que le pont est conclu, et fait 2 ou 3 ans, on ne demande plus de pont. On va demander autre chose. Donc il faut que notre économie marche.
Parce que, in fine, les citoyens cherchent à manger, se nourrir, se vêtir, se former. Quand dans une société, les citoyens sont bien dans ce sens, les gouvernants peuvent dormir des deux yeux. Mais pour l'instant, fermé, il y a un œil qui est fermé, les militaires nous ont amenés à le fermer. Le deuxième œil, là, et l'esprit, il faut travailler pour développer le pays sur le plan économique, sur le plan que les citoyens aient à manger. Je dis un gouvernement pour qu'il soit légitime, il faut qu'il assure la sécurité physique de ses citoyens, la sécurité alimentaire, la sécurité en formation, les former, les soigner et les permettre d'aller et revenir dans leur pays. Un gouvernement qui assure ça, le reste, c'est les initiatives des citoyens. Donc, c'est ça notre priorité aujourd'hui. Comme vous le savez, depuis des années, les phénomènes de détournement, de malversation, d'accaparement illicite des ressources publiques ont peu à peu pris corps et au fur et à mesure l'ampleur pour in fine désarticuler, désorganiser et affaiblir notre société. Les administrations ordinaires, des administrations ordinaires jusqu'à l'outil de défense. C'est entre autres l'une des causes de la faillite de notre État. Je dirais même des difficultés de beaucoup de pays africains. Vous savez, le ministre a donné tout de suite l'anecdote sur l'Asiatique qui serait venu au Mali dans du manteau qui ne va pas dans le ventre. Vous savez, dans l'histoire, on a des vieilles nations. Une des grandes vieilles nations au monde, c'est la Chine. Plus de 5000 ans d'histoire. Il y a plusieurs millénaires. Un roi voulait conquérir tout autour de lui. Un conseiller lui a dit, si vous suivez mes conseils, ne faites pas la guerre. La guerre va nous coûter trop cher en vie humaine et en ressources. Organisez nos services de sécurité. Nous allons infiltrer leur société avec deux objectifs. Habituer les dirigeants à la vie facile, la vie de cours. Les gens ne travaillent pas, l'argent facile. Deuxièmement, infiltrer le système éducatif, désorganiser-le. On attend entre 5 et 20 ans. Après, on déclenche la guerre. On prend tous ces pays-là en un jour. Parce qu'on aura une société de corrompus, une société d'ignorants, disons, dirigée par des corrompus, qui ne savent pas se battre, qui ne connaissent que la jouissance et l'argent facile. On les prend en 24 heures. Peut-être ça ne durera même pas 24 heures. Mais si on fait la guerre, ils auront des braves chez eux qui vont nous fatiguer, qui vont tuer nos citoyens. Nous allons dépenser les richesses, on va prendre des impôts. Alors qu'avec ça, là, avec un petit contingent, on les prend tous. Nous, on s'est retrouvés dans une situation, on dit que l'Afrique n'a pas de solution. On nous a dit, sans l'extérieur, vous ne pouvez rien. Et on a mis ça dans les cerveaux. Et quand le Mali a dit récemment, après un constat juste, nous avons fait le constat que les groupes terroristes armés sont créés, sponsorisés, entretenus par des forces, des services spéciaux de certains pays, qui, de l'autre côté, ont mission de maintenir la paix dans le monde. Nous sommes allés à l'ONU. Nous avons dit que nous avons des preuves. On va les exposer pour qu'on en finisse avec cette affaire. Il y en a qui ont dit non. Si jamais nous avions exposé nos preuves, tous les Africains allaient se révolter le même jour. Mais là-bas, il y a les grands patrons.
Je crois que les terroristes et leurs sponsors, là, ont dit aux politiques, ne laissez pas ces Maliens-là venir montrer aux Africains ce qu'ils ont vu. Hein, parce que beaucoup ont le sac sur la tête encore. Et il y a eu un veto. On n'a jamais pu exposer nos preuves. Et puis on paye des journalistes qui nous disent, mais vous là, vous racontez des histoires. Si vous avez les preuves, faites une conférence pour montrer à la presse. Après, on va payer des gens pour nous dénigrer et banaliser. Nous avons dit non. Soit on les montre, on les garde, le jour venu, on va les montrer. Et on a tiré la conclusion que le destin des Maliens, ils doivent le prendre en main. Regardez les pays que je viens de citer. La Suisse, par rapport à nos pays, on va dire que c'est un petit pays. Les Pays-Bas, on va dire que c'est un petit pays. Les pays scandinaves, ce n'est pas un grand pays, même s'ils ont de l'espace et du pétrole. Mais c'est l'organisation, le leadership, le respect des principes, l'égalité des citoyens, c'est ce qui a fait ces pays prospères. Et le rôle de l'État, ce n'est pas d'être derrière des bureaux seulement et arnaquer les hommes d'affaires. Le rôle de l'État, c'est de fixer les règles du jeu, donner de l'électricité aux citoyens, donner des écoles, donner des routes, construire des hôpitaux. Le reste, les Maliens sont des génies. Vous voyez toute l'Afrique, chaque fois que vous voyez des Maliens immigrés, vous trouvez que c'est les grands hommes d'affaires là-bas. Partout. Même quand on a bloqué l'initiative privée chez nous, tout ce qu'on appelle les djoulas qui sont dans la sous-région là, la plupart, ils ont quitté le Mali. Le président du CNPM aujourd'hui, il est dans la salle, il n'est pas né au Mali, il est né au Niger. Quand les pratiques maliennes ont contraint son père à quitter le Mali, il n'est pas né au Mali. Quand il y a un peu de... On a détendu, son père est revenu. Beaucoup de Maliens ne le savent pas. Moi, je le sais parce que je questionne beaucoup de gens, je lis beaucoup sur l'histoire de notre pays. Ça veut dire quoi? Nos citoyens ont besoin d'une direction qui sait d'où elle vient, où elle est, et surtout là où elle veut aller. Quand notre ministre de l'Enseignement supérieur récemment a rendu compte que les Maliens étaient presque parmi les 4 premiers dans beaucoup de concours internationaux, en Inde, en États-Unis, en Chine, mais séance tenante, le président de la transition à la tête du gouvernement a décidé qu'au Mali, nous allons créer un institut, un centre d'intelligence artificielle et de robotique, dont la première pierre a été posée récemment. Inch'Allah, dans quelques jours, dans quelques années, il va être construit. Parce que ces génies-là, ils n'ont pas là où s'exprimer. Il y a beaucoup qui viennent chez moi quand ils doivent aller à des concours. Ils n'ont même pas les billets de transport. C'est la primature qui paye les billets. Et chaque fois que moi je vois à la télé quelqu'un qui a un génie comme ça, je fais tout pour l'appeler, pour échanger avec lui. J'ai vu une fois un agriculteur qui produisait beaucoup de coton d'une façon très pratique, sur très peu d'espace. J'ai appelé le gouverneur le lendemain pour avoir son numéro de téléphone, pour le rencontrer et l'encourager. J'ai vu un jeune qui a fait des années en France, il est venu ici, il a des nouveaux matériaux de construction. C'est un vidéoman qui a mis sa vidéo sur les réseaux. Quand je l'ai vu, j'ai cherché jusqu'à le rencontrer. Parce qu'un pays, si vous voulez qu'il avance, si les dirigeants sont honnêtes, ils veulent avancer, vous avez besoin de ce qu'il faut être dans la locomotive. La société, c'est comme un train. Les grands créateurs sont dans la locomotive. La société, c'est les wagons. Mais une locomotive sans wagon ne sert à rien. Et inversement, des locomotives, des wagons sans locomotive n'iront nulle part. Donc, ces chauffeurs de la locomotive, il faut qu'on fasse tout pour les identifier et les mettre à leur place. Ce n'est pas des gens qui sont dans les grains, qui sont en train de faire. Ils sont tout le temps en train de travailler et chercher. Malheureusement, chez nous,
ce n'est pas valorisé. Les brillants, les intellectuels, les gens, ici, il faut faire un affairiste. Tu demandes à quelqu'un, vous faites quoi? Je fais les affaires. J'ai dit, mais vous êtes affairiste ou vous faites homme d'affaires? Parce qu'il y a beaucoup d'affairistes. Parce qu'on a travaillé le mental, l'enseignement. 80-90% sont dans les sciences sociales. Avec tout le respect qu'il faut pour les sciences sociales. Mais il faut créer les richesses avant de les distribuer. Tout le monde est dans la distribution. Tu vois les sciences où on crée les richesses. Il n'y en a pas. C'est pour cela souvent, je chahute beaucoup notre ministre des infrastructures. C'est une femme ingénieure de télécom. Ce n'est pas parce que je sous-estime les autres. Mais chaque fois que je la vois en pantalon jean sur les chantiers, bon, j'applaudis moi-même quand je vois les vidéos, je la félicite le lendemain. Je dis, il faut faire en sorte que beaucoup de femmes arrivent dans ce secteur-là. Parce que quand il y aura beaucoup de femmes, vous pouvez être sûr. La femme, c'est la fille, c'est le fils, c'est le frère, c'est le mari, c'est la mère, c'est la grand-mère. Ce qui m'a fait dire aux autres l'autre jour, dans une société où on ne respecte pas les femmes, vous ne pouvez pas avancer. Quand les femmes sont épanouies dans un pays, le pays avance. Une femme épanouie, c'est son enfant, son mari et tout le monde. D'ailleurs, mes amis me disent maintenant que ceux qui ont des garçons, ils disent qu'ils préfèrent avoir des filles. Parce que les filles, là, elles s'occupent beaucoup de leur père. Ou bien, comme on dit en Bambana. Mais les garçons, là, si jamais ils commencent à se fiancer, là, quand on l'appelle, le téléphone est toujours sur répondeur. Mais si jamais la fiancée appelle, dès le premier appel, il prend. Donc, c'est pour vous détendre un peu, pour dire que tout ça, j'ai dit aux gens, je sorte beaucoup les discours techniques académiques qu'on me fait, parce que je crois que ça peut être fait par les techniciens. Nous, notre rôle, c'est de sensibiliser notre société, pour que les gens comprennent qu'on est à un nouveau virage. Ce n'est pas comme les autres changements. Nous voulons que ça se fasse de façon qualitative, qu'à la fin de la transition, n'importe quel Malien se lève, il se pose la question, même si je ne les aime pas politiquement, il se dit, ces gens-là, ils ont fait ce qu'ils peuvent pour notre pays. Et rendre irréversible le processus de refondation. Quel que soit le dirigeant qu'il vient, que notre peuple atteigne un niveau de compréhension des problèmes, que si tu ne fais pas ce qu'il veut, il te monte la porte. Vous allez faire à 1, à 2, ils vont commencer à se tenir droit. Parce que les hautes fonctions que les gens occupent, en réalité, quand ils les occupent, ils ne mourront jamais de faim. Ils auront tous de quoi manger. Mais s'ils veulent accumuler les richesses des milliards, là, ils n'ont qu'à sortir aller dans le privé. Ça, c'est l'affaire des hommes d'affaires. Mais si tu es dans ces fonctions-là, travaille correctement, tu auras toujours de quoi vivre jusqu'à la fin de tes jours. Mais si tu te mets à accumuler les richesses, tu vas te retrouver en prison, tu n'auras rien à manger. L'argent va rester, ou bien vous allez le cacher quelque part, ça va disparaître. Ou bien vous allez donner à des gens qui vont dire qu'ils ne vous connaissent même pas. Ou bien vous allez vous trouver en prison jusqu'à la fin de ces jours, avec toute la honte que cela amène. Or, c'est ce qui se fait souvent chez nous. Nous voulons changer tout cela. C'est bien que vous compreniez pourquoi moi je félicite le ministre de la Refondation. La lutte contre la corruption dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, sous la Première République, il y avait une chanson. Nous, on était tout petits. On dit qu'au Mali, il y a 3 types de voleurs. Le spéculateur, c'est lui qui achète les produits spéculateurs, et l'intermédiaire. Et puis on demande aux citoyens, toi, tu es quel voleur? Il y avait un slogan comme ça dans le pays. Il y a 3 types de voleurs au Mali. Je venais de vous les citer. Beaucoup ont oublié ça. La Deuxième République, mais ça n'a pas donné grand chose. La Deuxième République, c'était la même chose. Vous savez, en 1996, moi, je me suis retrouvé dans un débat politique. Et puis, il y a un responsable qui se lève. Il dit que lui, il ne va même pas s'asseoir avec quelqu'un qui se réclame du président de la Deuxième République. Parce que c'est un corrompu, un dictateur. Il a fait du bruit, on a essayé de le calmer. Finalement, j'ai demandé la parole. J'ai dit, monsieur, vous faites du bruit parce que c'est la mode aujourd'hui.
Toi, tu es contre ce président-là. Tu fais croire que c'est parce que tu es un démocrate. Mais si tu es un démocrate, tu ne devais pas m'empêcher de parler. En réalité, tu es contre lui parce que ton père a volé l'argent de la pharmacie, il l'a mis en prison. J'ai dit, deuxièmement, le Mali était en guerre il y a quelques années. Mais pendant la guerre, tu n'étais pas au Mali. Tu étais avec celui qui était en guerre contre le Mali. Donc, moi, je prends mon sac. Je ne vais plus m'asseoir dans une réunion avec un fils de voleur et apatride. Finalement, il y a eu du bruit dans la salle. Le doyen nous a dit, bon, jeunes, calmez-vous, il faut vous asseoir. Et notre réunion a continué. Depuis ce jour, j'ai eu la paix avec ce monsieur-là. Alors qu'avant, dès qu'il me voit dans une salle, il commence par dire, oui, le partisan du dictateur, je ne vais pas m'asseoir avec vous. Depuis que j'ai dit aux Maliens, pourquoi il est contre ce dictateur-là, ce n'est pas pour les Maliens. C'est son père qui a été mis en prison. Mais quelqu'un qui met ton père en prison, toi, tu ne cherches pas à savoir pourquoi. Ça, c'est tous les enfants. Tu penses que ton père est le plus fort, le plus riche, ta mère est la plus belle. Mais ce qu'il faut derrière le rideau, tu ne sais pas. Pour vous dire que la lutte contre la corruption dans notre pays, tous les régimes l'ont essayé à leur façon. Et c'est pourquoi le ministre de la Refondation a essayé de tirer les leçons de notre passé. Parce que si on vient comme ça, lutte contre la corruption, c'est à la mode. On a entendu ici les gens, Ante Corolin fait faux croire. On veut du nouveau. Mais au lieu d'avoir du nouveau là, les gens ont sophistiqué les techniques de corruption. On a pris des lois. Mais ceux qui les prennent savent comment les contourner. Donc la corruption s'est généralisée. Elle a désarticulé toute notre société, même l'outil de défense. J'ai vu des généraux étrangers qui se moquaient de notre armée il y a quelques années. Comme je coupe les journaux, je les garde. Un général d'un pays qui dit qu'il est ami au Mali. Il dit oui, au Mali, il n'y a pas d'armée. D'ailleurs, c'est tous corrompus. Les généraux, ils enlèvent les moteurs des voitures, les pneus, ils les vendent. Mais c'est un pays ami. Mais en réalité, ces écritures, c'est habité, c'est pour perdre confiance à l'armée. On va dire les militaires, chez nous, il n'y a même pas de militaires, d'ailleurs, ils ne servent à rien. Et il y a des leaders politiques, je vous l'ai dit dans plusieurs débats, je le répète, ceux qui l'ont entendu, peut-être ça les agace, mais les autres n'ont pas entendu. Il y a d'autres qui disent, oui, au Mali, il n'y a même pas de militaires. Ils ne sont bons que pour les coups d'État et les défilés. D'autres vont dans des meetings. Ah, au Mali, il n'y a pas de militaires. Dès que tu fuis, dès que tu tires, ils fuient. C'est comme des lapins ou des souris. Il paraît que dans un pays, on a même dénommé une moto qui file très vite, l'armée malienne. Que parce que cette moto file très vite. On a travaillé le cerveau des Maliens. Donc, à un moment donné, la majorité a perdu confiance dans son pays. C'est cette confiance-là que nous voulons redresser. Et l'armée nous a montré le chemin. Je vous l'ai dit tantôt, c'est les mêmes militaires, c'est les mêmes hommes, avec moins de moyens. Aujourd'hui, tous les enfants veulent être des militaires. Quand on a ouvert le concours récemment, tout le monde est allé là-bas. C'était plein. Il y a un ami, sa fille est première de sa classe, il me dit sa fille veut aller dans l'armée. Est-ce que je ne peux pas l'aider? J'ai dit, vous vous êtes trompé d'époque. Hein? Si elle est première là, elle n'a qu'à aller faire le concours, elle va passer où? Mais je n'en parlerai à personne. Moi, personne, je suis venu du village avec des pètes-pètes, on a travaillé, c'est le travail qui fait avancer. On nous a amenés dans un internat là encore. Dit, si ta fille est première là, elle va faire le concours, elle va passer. Je n'en parlerai à personne. Et je crois que sa fille va faire le concours. Parce que les plus brillants veulent aller dans l'armée aujourd'hui. Parce que l'armée nous a restitué notre dignité, mais surtout notre confiance. Quand un peuple a confiance en lui-même, il peut tout faire. Quand il perd la confiance, il devient dépendant. N'importe qui vient, il lui dit, suis-moi comme un mouton, il lui met quelque chose au cou, il lui suit un sac sur la tête. Nous voulons en finir avec ça. C'est pour ça que je dis aux Maliens souvent, faites attention. L'élite politique, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tous les Maliens regardent la direction. Toute l'Afrique regarde le Mali. Le destin de l'Afrique, dans une certaine mesure, elle se joue au Mali aujourd'hui. Donc, vous devez serrer vos ceintures et donner l'exemple.
Il ne faut pas croire que le régime a changé comme ça et donc c'est de nouveaux qui viennent, on applaudit. Ce n'est pas la même chose. Parce que les Maliens souvent ne sont pour rien. Vous pouvez être dans un parti politique. On dit que le parti est au pouvoir, mais est-ce que c'est vous qui détournez l'argent en haut? C'est un individu pour son propre compte, ce n'est pas pour le parti. Donc on ne peut pas venir vous accuser parce que vous êtes militant d'un ancien parti dont vous ne pouvez pas être des bons Maliens. Terminez ça. Ça n'existe pas chez nous. J'ai donné l'exemple aux gens l'autre jour. La nouvelle constitution. Regardez la composition de ceux qui l'ont écrite. C'est tous des Maliens de tous les régimes. On n'a pas eu besoin d'aller derrière les océans pour nous amener une photocopie écrite par des experts dans des bureaux et venir nous impressionner en parlant un français chahuté. Ah, ben tu vas vous fauder. Ou bien venir nous dire que vous avez été félicité par tel grand professeur pour dire que la constitution malienne est la meilleure dans le monde. On a entendu tout ça. Cette fois-ci, c'est les Maliens. Sans différence d'appartenance au régime. Mais écrire ce que veut la direction politique du pays. Ce que nous voulons. Nous ne voulons plus que les dirigeants viennent s'imposer et faire ce qu'ils veulent. Dans la lutte contre le fléau, les pouvoirs publics ont initié plusieurs actions, notamment la tenue des états généraux de la corruption et de la délinquance financière. Vous vous rappelez, il y en a eu beaucoup de fois. Il y en aura encore. L'adoption de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la politique de la transparence nationale. C'est ce qu'on est en train de faire. La mise en place d'un dispositif institutionnel de prévention, de détention et de répression de la corruption à travers le bureau du vérificateur national, à travers l'Office central de lutte contre la corruption, à travers la Cour des comptes, à travers le pôle national économique et financier, à travers la cellule nationale de traitement des informations financières et des inspections des départements ministériels. Mesdames et messieurs, en dépit des efforts ci-dessus rappelés, il est apparu nécessaire de concevoir et d'adopter une stratégie nationale de lutte contre la corruption assortie d'un plan quinquennal conformément au plan d'action du gouvernement qui a été accepté après de longs débats par le Conseil national de transition auquel je voulais rendre un hommage mérité. Parce qu'en réalité, quand nous nous sommes expliqués, le CNT nous a donné le feu vert. Et c'est sur la base de ce feu vert que nous sommes en train de travailler. Il aurait bloqué, on ne serait pas là aujourd'hui. Et dont l'axe 4 est dédié expressément, je cite, à la promotion de la bonne gouvernance et de l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. Beaucoup ne se rappellent pas peut-être. Souvent, il me revient de rafraîchir un peu les mémoires. La lutte contre la corruption et l'impunité, c'est une exigence majeure du peuple. Ce n'est pas que quelques individus se sont levés, ils ont dit qu'ils vont le faire. Le peuple malien insurgé, vous vous rappelez, pendant les grandes manifestations du 5 juin 2020, j'allais dire jusqu'au 24 mai 2021, le jour de la rectification de la transition. Les Maliens ont demandé un certain nombre de choses que beaucoup oublient. Premièrement, la sécurité. Deuxièmement, la lutte contre la corruption et l'impunité. Troisièmement, il faut faire des élections transparentes. Il faut donc mettre un organe indépendant pour que les résultats ne soient pas contestés à la fin des élections par ceux qui perdront. Parce que les gens ont perdu confiance au ministère de l'administration territoriale. On a demandé un pacte social pour éviter de continuer les mouvements intempestifs dans le pays.
Parce qu'un militaire qui fait la guerre, si sa femme, sa famille, ses enfants, son père, sa mère ne sont pas tranquilles, il ne peut pas se consacrer à la guerre et aller jusqu'à donner sa vie. Donc il fallait créer une situation de stabilité sociale. Ce n'était pas facile à comprendre parce qu'avant c'est le donnant-donnant, on donne un syndicat, on prend. Le pays est devenu comme un marché. Mais ici les syndicalistes ont accepté, après plusieurs mois de discussion, sous la houlette de l'ancien ministre Awa Paul Diallo, à laquelle je rends un hommage, et l'actuel ministre de la fonction publique, les efforts conjugués de ces deux hommes et femmes nous ont donné, avec la compréhension, je dirais même l'engagement patriotique des syndicalistes, nous avons aujourd'hui un pacte de stabilité sociale. Et je voudrais leur rendre un hommage mérité. Parce qu'ils ont eu le sens de l'histoire. Vous savez, souvent, certains pensent que c'est démagogie. Je dis aux gens qu'on est en train de réécrire, d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Chaque citoyen, chaque corporation doit pouvoir se dire dans quelques années, voici ma pierre, voici ce que j'ai fait. Et le fait de stabiliser le pays, qui est à mettre à l'honneur des syndicats, c'est une bonne chose. Donc, si vous regardez, la lutte contre la corruption est une exigence du peuple. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la transition, a approuvé, dès le 21 septembre 2023, pour ceux qui se rappellent, c'est 3 ou 4 mois après la nomination du Premier ministre, de la composition du nouveau gouvernement, un document de stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action. En ce moment, on disait 2023-2027. Bon, je crois qu'entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. On est maintenant en 2023, 2024, 2028. Mais entre-temps, il a fallu beaucoup de bagarres. Parce qu'on a mis dans nos têtes qu'il faut faire des élections tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et tous les candidats disent, oui, il faut des élections. J'ai dit à un ami là, j'ai dit, mais toi là, tu ne peux pas aller dans ton village, tu vas faire les élections comment? Il y a un qui va, il déjeune avec un ambassadeur d'un pays qui dit qu'il est ami, il sort. Il dit, oui, le discours du Premier ministre à l'extérieur, là, ça n'engage que lui. Les militants de mon parti ne sont pas d'accord. Alors qu'il n'avait demandé à personne, il a parlé seulement avec un ambassadeur. Personne voulait juste qu'on fasse l'élection de la précipitation, avoir un pouvoir faible, qu'on peut manipuler quand on veut, et l'insécurité va continuer. Chaque fois, il va chercher les légitimités ailleurs. Parce que, vous savez, certains ont l'habitude maintenant, quand il s'agit des Africains, quand les élections finissent, le ministre de l'Intérieur de l'administration envoie les résultats à la Cour constitutionnelle. Avant que la Cour constitutionnelle se prononce, il y a des pays extérieurs qui pleuvent des télégrammes à la télé pour féliciter pour sa brillante élection le nouveau président. Et il téléphone à tous les autres, téléphonez donc à la télé, le journal télévisé. Toute la moitié du journal, c'est les félicitations venues des présidents des autres pays. Mais les gens de l'opposition, là, beaucoup ce jour-là, se disent vraiment, ce n'est pas la peine de continuer. Hein, parce que les Syriens ne veulent plus de nous. Donc c'est une technique pour intimider le peuple. On voulait avoir un président comme ça. On va élire un président qui va chercher sa légitimité dans le Mali et non pas dans les hôtels, les officines, les déclarations venues de l'étranger. Et c'est pourquoi le peuple, sous la direction du président de la transition, s'est réuni. Et à partir de ce moment, tout ce qu'on fait, vous aurez remarqué, c'est les assises nationales de la refondation. C'est leurs recommandations. Jamais dans l'histoire du Mali, on a fait un tel rassemblement. Même dans les zones où il y avait l'insécurité, les populations sont venues. Et on a recensé leurs doléances. Je crois qu'il y a 500 et quelques. On les a répartis en celles qui sont urgentes, que le gouvernement doit faire tout de suite. D'autres, le gouvernement prochain. D'autres peut-être dans 10, 20, 30 ans.
C'est à partir de ces indications que nous travaillons aujourd'hui. Ce que c'était un appel programme gouvernemental, le premier ministre vient, il fait 2 heures de lecture, on applaudit, on monte à la télé. Après, il va dans son bureau, il n'y a plus rien. Ce n'est pas comme ça. Quand les assises sont finies, le président a listé les résultats des assises. Il a mis un comité de suivi des assises. Ça s'appelle le sincère. Chaque mois, le gouvernement doit lui dire, dans ce que le peuple a demandé là, qu'est-ce que vous avez pu faire? Et je suis rendu compte au président. À la fin de la transition, le président va dire aux Maliens, vous êtes réunis en 2021, vous avez demandé ça. Voici ce qu'on a pu faire. Ce qu'on n'a pas pu faire, voici les raisons. Les autres, le nouveau pouvoir doit les réaliser. Pour que dans quelques décennies, le processus de refondation soit irréversible. Parce que s'il n'est pas irréversible, on va se retrouver dans une salle en train de chanter encore avec beaucoup de gens qu'on aura invités de l'étranger pour donner l'impression qu'on est très légitime. Le pays n'aura pas avancé. La grande réunion qui a précédé les assises nationales, on a appelé le dialogue national inclusif. Les 4 conclusions qu'elle a tirées, elles ont été mises dans le tiroir. Depuis que le dialogue est fini, il n'y a plus rien. Avec les assises, ce n'est pas comme ça. Chaque mois, on doit rendre compte au président pour que lui aussi puisse rendre compte au peuple. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption et la délinquance financière est devenue une réalité grâce à l'engagement des autorités de la transition, accompagné en cela par les organisations de la société civile, le secteur privé, sur lequel je compte beaucoup personnellement, ainsi que les braves populations maliennes, dis-je, et les responsables à tous les niveaux. Ce peuple exige la redevabilité de la part des responsables. La stratégie nationale de lutte contre la corruption est conçue et voulue comme un outil d'amélioration de la gouvernance publique, visant à mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption sous toutes ses formes, aussi diversifiées soient-elles. Vous savez, souvent, les exemples sont pédagogiques. C'est pour cela que, de temps en temps, moi, je repasse l'interview du procureur général récemment, comme pour éduquer les Maliens. Où il donnait quelques égards, parce que beaucoup de Maliens s'impatientent. Ils disent, mais la guerre, là, ça, c'est les mots des yeux. On le voit que l'armée avance. Mais les autres, là, on nous dit que ça avance, on ne voit pas. La lutte contre la corruption, qui est la deuxième priorité, ça ne va pas. Moi, je suis président du comité stratégique, Ibrahim Kassa peut témoigner, du M5 RP. Chaque fois que je vais, il dit non, 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 la lutte contre la corruption, là, rien ne va là-bas. Il a dit attention, le temps de la justice n'est pas celui des hommes politiques. D'après les Bambara, c'est-à-dire c'est des mots de ventre, on ne les voit pas. L'armée, là, c'est des mots durs. On voit directement qu'ils sont en train d'avancer. Et quand il y a eu récemment la rentrée des cours des tribunaux, bon, je crois que le titre de montée en puissance, là, les juges ont exigé qu'on le décerne aussi. La justice malienne aussi monte en puissance à partir de ce jour-là. Et pour nous amener à ne même pas discuter, le procureur a donné une interview quelques jours avant. Il a parlé d'un ou deux dossiers comme ça. Je prends le cas de l'avion présidentiel. Tous les Maliens en ont entendu parler. Vous les connaissez tous. On nous avait dit qu'il a été acheté à 19 milliards, 20 milliards, 18 milliards. Et ce jour, on apprend que des individus se sont organisés pour sortir plus de 50 milliards de francs CFA des caisses de l'État. Mais quand j'ai entendu le procureur parler, depuis ce jour, les militants du M5, là, quand je vais à Réunion, personne ne pose plus la question. Ils disent qu'ils sont sûrs que la justice aujourd'hui est en train de monter. J'ai dit, elle est en puissance ou non? Finalement, les juges ont exigé d'inscrire maintenant la montée en puissance de la justice.
Et comme pour me convaincre, le ministre de la Justice a amené toutes les grandes réformes. La grande lame de fond qui est en train de bouger. Notre pays avance. Il y a des choses que les citoyens ne voient pas. On était dans une situation catastrophique. Je vous dis que le Mali ne peut même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne. Pendant que les soldats mouraient. Le Mali ne peut pas acheter d'hélicoptères. Le Mali achète même un avion, il paye l'argent, on bloque. Les soldats meurent. On est obligé de les enterrer dans des fosses communes. On ne peut pas aller prendre les corps et leur donner une sépulture digne de ce nom. Mais quand c'est organisé comme ça, c'est des deux choses l'une. Ou bien le malade attend la mort, c'est-à-dire la désintégration. Un jour, on va se réveiller brutalement. Il n'y a plus de Mali. C'est la raison du plus fort, les terroristes. Ou bien il y a des dirigeants qui disent, bon, ça suffit. Nous allons choisir un partenaire qui ne nous posera pas de conditions. Et c'est ce que nous avons fait. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons renvoyé les gens. C'est eux qui ont dit, si vous faites ça, nous on va partir. On dit, bon, allez-y, il faut partir. On a pris notre destin en main. Et aujourd'hui, il n'y a pas un coin du territoire malien où, si le chef d'État ou le ministre de la Défense l'autorise, l'armée malienne ne peut pas aller faire les exercices qu'il faut et revenir. Il y avait un moment, quand on veut aller dans certaines parties du territoire, on nous dit, attention, c'est la zone d'exercice de Takuba. Mais on dit, mais ils s'exercent pour faire quoi? On ne sait même pas. À l'analyse, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, sous le couvert de Takuba, on voulait transformer une partie du Mali en zone d'entraînement des forces spéciales des pays européens. Ils s'entraînent, ils disent qu'ils sont venus lutter contre la corruption, on nous dit de ne pas aller là-bas. Sur notre territoire, il y a des parties où on ne peut pas aller. Ou bien on a des avions, on ne sait pas d'où ils viennent. Quand le service aéronautique demande, ils éteignent les transpondeurs, ils débarquent quelque part, ils laissent je ne sais quoi, ils s'envolent, ils s'en vont. Et ils déposent, ils s'en vont. Mais on ne peut pas continuer. Au Mali, nous nous sommes dit, sous l'impulsion du président de la transition, prenons notre destin en main. Il faut leur dire de nous laisser partir. Et aujourd'hui, on a suffisamment d'avions, de transports, des hélicoptères, des drones pour cogner ceux qui sont en train de terroriser les Maliens. Mais on n'a rien fait. On a cherché la sécurité de nos citoyens, c'est tout. On est allé à l'ONU. Nous avons dit, priez bagage, chers camarades. On va faire un divorce à l'amiable. Notre ministre est allé, il a demandé quitter chez nous sans délai. Après, on a négocié 6 mois. Le processus de divorce à l'amiable, c'est en train de se faire. Tous les jours, on se réunit, on regarde les papiers de divorce, là, qu'est-ce qui manque, pour qu'il n'y ait pas de problème après. Et j'ai reçu, il y a quelques jours, le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Apparemment, tout se passe bien. Même il y a des points où on avait prévu de se donner rendez-vous, nos militaires, avec les gens, les camarades de l'aménagement, à midi, et disons à 6 heures. À midi, nos gens sont venus à midi, on leur a dit non, non, ils sont partis depuis 6 heures. Beaucoup de bases, c'est comme ça, il n'y a pas eu de transfert. Ils ont quitté depuis 6 heures, alors qu'on s'était donné rendez-vous à midi. Mais notre armée, sous la haute direction du président de la transition, je dis notre imperturbable ministre de la Défense, il est imperturbable, hein, c'est pas comme l'imperturbable de l'autre là qui vous fait rire. Il est imperturbable avec son calme olympien. Ceux qui sont partis à 6 heures là, on est venu à midi, on nous a dit qu'ils sont partis. On les a retrouvés où? Comment Bana? Et on est rentré à Kidal de façon magistrale. Tout a été fait pour qu'il soit d'hécatombe. L'armée a résolu ce problème avec dextérité, avec la maestria qu'il faut. Et finalement, les prophètes de malheur
n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Et pas plus tard qu'hier, le gouverneur de Tombouctou, de Kidal, désigné par les hautes autorités le 22 novembre, est rentré de façon magistrale à Kidal. Et vous avez vu les images. Les populations sont heureuses de revenir au Mali. Même celles qui ont quitté, c'est par peur de l'insécurité. Donc son rôle, c'est de les appeler, que les gens arrivent. Ils n'ont pas un autre pays. Ils viennent chez leurs frères. Ceux qui veulent venir à Bamako. Et nous devons gagner le challenge de gagner la paix. C'est ça le rôle du gouvernement. L'armée a gagné la guerre. Nous devons gagner la paix. En rassurant nos frères du Nord, en soutenant le gouverneur par tous les moyens, tous les Maliens, comme ils lui ont fait confiance avant, lui faire confiance. C'est à ce moment que le peuple malien aura accompli cette mission historique de redressement de la nation, qui était devenue à un moment la risée des autres, de réoccuper sa place dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de cette lutte permettra de rétablir la confiance des citoyens en les institutions dont le crédit avait été largement entamé. J'appelle tous les Maliens, de tout bord politique, social qu'ils soient, qu'ils viennent pour qu'on refasse un Mali nouveau. Sans condition. Il ne faut pas poser des conditions. Les conditions du genre, quand on voulait faire les assises nationales, vous savez, quand ce gouvernement a été installé, beaucoup ont dit qu'il n'y aura jamais d'assises au Mali. Ils ont intoxiqué la population. Pour discréditer les assises, il y en a qui ont même dit les assises de Choguel, pour personnaliser. Les assises sont tenues. Donc il faut enlever ce genre de conditions. Venez pour qu'on reconstruise le Mali. Laissez tomber tout le monde. Le passé du Mali, là, tout le monde a été responsable à un moment donné ou l'autre. Nous voulons ouvrir une nouvelle page. La preuve, c'est que tous les cadres qui vous parlent, civils et militaires, ils ont été formés pendant cette période. Ils ont exercé des fonctions. Donc si on verse le bébé avec l'eau du bain, on va se retrouver avec un bain vide, vous allez aller où? Donc tous les citoyens qui sont d'accord, venez qu'on se donne la main. Parce que plus une nation est unie pour faire face à des objectifs durs comme ça, de portée historique, plus elle a des chances. Mais qu'on ne vienne pas nous dire, ah oui, vous laissez tomber les affaires des hélicoptères, vous laissez tomber tel. On ne peut pas. Parce que si on fait ça, c'est un faire semblant. Moi, j'ai la lettre d'un paysan qui voulait se suicider. Parce que le pouvoir a usé de l'arbitraire pour lui retirer ses terres. Pour les donner aux plus riches, aux proches du pouvoir. Ce décret, nous l'avons abrogé. Mettre les citoyens dans leurs droits. C'est tout. Mais quelqu'un qui vient dire, moi je vais venir, il faut nous rassembler, mais à condition que ce décret soit en place. Mais on va te dire d'attendre, le train là, il est parti. Le train de la refondation là, il n'attend personne. Il vaut mieux rentrer dans le train, tu discutes, si tu n'es pas d'accord, tu descends. Mais si jamais tu attends à la gare, que le train t'attende là, lui il va partir où? Au moment où tu auras fini de réfléchir, dire que tu es d'accord ou non, on va te dire qu'il n'y a plus de train. Donc j'en appelle à tous les Maliens. L'objectif du gouvernement, du président de la transition et de nous tous, c'est de rassembler tous les Maliens. Quelles que soient par ailleurs les différences qui ont pu nous opposer. Parce que ce que nous avons en commun, c'est le Mali. Et pour faire la transparence, je dis pour ce faire, la transparence, la reddition des comptes doit être des indicateurs de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption à tous les niveaux de l'administration publique, afin de susciter véritablement la confiance et l'adhésion des citoyens aux politiques publiques, gage de l'effectivité du changement annoncé, l'avènement du mot du Mali croate.
Il y a des termes aujourd'hui, Malikoura, rectification, assignation de la refondation, et j'en passe. Il y a quelques années, je me rappelle les longs débats avec les Ibrahim Kassala la nuit. Les jours où on a donné rectification, il y en a qui ont dit, mais ça c'est quoi? On va rectifier quoi? Et dit, on rectifie la trajectoire. On a changé le régime, mais la trajectoire n'est pas bonne. Donc, la rectification de la trajectoire de la transition. Il y en a qui ont dit que ça, c'est des mots communistes là, et ils ne sont pas d'accord. Et puis, aujourd'hui, tout le monde parle du Malikoura. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de nous en disant, vous voulez faire les Mali d'Enkoura. Maintenant, là, ça s'appelle Mali d'Enkoura même. La nouvelle appellation de la stratégie, c'est Mali d'Enkoura, le nouveau Malien, qui doit avoir des scrupules, et quand il n'en a pas, l'État le lui impose. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la mise en œuvre des activités prévues dans le plan stratégique de lutte contre la corruption, il s'agit particulièrement de convaincre la nouvelle génération, les Maliens qui ont fait ce changement et qui adhèrent et qui constituent l'espoir de demain, mais aussi de tenter, par l'argent facile. Tous ceux qui sont tentés par l'argent facile, il faut qu'ils choisissent le chemin de la probité. Avant de terminer mon propos, mesdames et messieurs, je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers, le PNUD et ses partenaires qui ont bien voulu accompagner le processus d'élaboration de la stratégie de la corruption. Qu'ils reçoivent ici l'expression de notre gratitude. Je pense que financer les activités de la lutte contre la corruption, c'est plus productif que souvent certaines actions. Et je voudrais encourager les PNUD de ces 3 pays à appuyer fortement, mais sans autre condition que celle du Mali, le ministre de la Refondation et exiger peut-être des résultats sur la lutte contre la corruption. Ça, c'est une demande du peuple malien. Donc les données, j'exhorte donc à maintenir ce talent, mesdames et messieurs, dans le respect des 3 principes directeurs de l'action publique, conformément à l'article 34 de la Constitution du 22 juillet 2023 qui stipule, je cite, « L'action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. » Ces principes, nous les avons inscrits dans la Constitution en marbre, pour qu'on ne vienne pas dire que c'est l'équipe qui était là dans la propagande et la mis ça, juste pour plaire aux gens. Ça devient maintenant une valeur constitutionnelle. J'adresse également mes remerciements à tous les acteurs nationaux qui ont contribué à l'élaboration de la stratégie. Je demeure convaincu, au regard de la composition du dispositif institutionnel de pilotage de ces activités, qui seront couronnées de succès, que les Maliens écriront, comme je l'ai déjà dit, une page de l'histoire pour le bonheur de nos populations et pour un avenir prospère. Mesdames et messieurs, les Maliens, je voudrais vous dire, monsieur le ministre et vos collaborateurs, avant de terminer, je voudrais vous dire que les Maliens vous regardent. De la même façon dont tout le monde était concentré sur l'activité de l'armée. Et quand Kidal a été pris, les Maliens ont laissé à côté toutes les souffrances. Mais le peuple, il peut avoir un réveil brutal. Il se tait parce qu'il y a l'effervescence de la prise de Kidal. Donc, ils vous regardent et attendent beaucoup de vous, chers participants. À l'instar de l'exploit inédit et historique des Fama, qui ont pris Kidal de façon magistrale, intelligente, déterminée et résolue, à l'instar de la justice, qui elle aussi est en train de monter en puissance
avec les transformations profondes et irréversibles initiées par le département de la justice. Monsieur le ministre, vous êtes le 3e dans l'ordre protocolaire des membres du gouvernement. Vous et vos collaborateurs et tous ceux qui vous appuient dans la mise en œuvre et du suivi rigoureux de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, vous serez en train d'accomplir une grande mission historique. Et je voudrais vous dire de vous dédicacer totalement pour la refondation de notre pays. De la même manière dont les Maliens pourront dire demain, sous le gouvernement de Assimi Goïta, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Sous la direction de Sadio Kamara, l'armée a fait ce qu'elle peut. Sous la direction de Kassogué, la justice a fait ce qu'elle fait. Il faut que demain, les Maliens disent, avec le ministre de la Refondation et son équipe, notre pays a inscrit en lettres d'or un processus rendu désormais irréversible du changement et de la refondation dans le Mali. Il est vrai que cela, pour le réussir, il faut l'appui de tous tes collègues que je voudrais saluer ici pour leur marque de solidarité. Il vous faut l'appui aussi du président et du premier ministre. Vous savez, j'ai été dans des gouvernements, je te dis ministre, là, si jamais le président et le premier ministre ne sont pas d'accord avec vous, vous allez être dans votre voiture noire seulement aller venir. Seule votre femme sait que vous avez des problèmes. Si vos collaborateurs là, quand on vous renvoie, vous venez vous fâcher contre tous vos collaborateurs, vous le retardons. Pourquoi vous êtes fâchés alors que le président et le premier ministre vous ont renvoyé à vos leçons? Or, vous avez la chance, vous avez un président et un premier ministre qui n'attendent que des résultats. Vous avez un gouvernement mobilisé autour de vous. Vous avez parlé tout de suite du ministre de la Culture, comment vous travaillez pour renforcer des nouvelles valeurs dans l'enseignement, dans tous les domaines. La refondation, c'est l'affaire de toute l'équipe. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre aimable appel. Vous savez, la science, là, la lutte contre la corruption, cette cérémonie solennelle, je voudrais la déclarer, lancée officiellement, et que Dieu nous bénisse et bénisse mille.